Bonjour à tous. Bienvenue au Festival Afro-Urbain, au spécial littéraire du Festival Afro-Urbain. On tient aussi à mentionner les 50 ans de la Maison d'Haïti. Je m'appelle Cato Fortin, je suis bénévole pour la maison d'édition Diversilab et aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques autrices qui ont participé à notre premier ouvrage qui s'intitule « Il y a des joies dont on ignore l'existence ». La maison d'édition Diversilab a été fondée à l'été 2020 dans le cadre des dénonciations qui ont eu lieu dans le milieu littéraire, où on s'est rendu compte qu'il manquait d'espace pour les voix des femmes racisées et des personnes queer. Alors, la maison Diversilab se veut un endroit où diversifier ces voix-là, où mettre de l'avant ces voix-là. Et aujourd'hui, nous allons en écouter 3. Donc, nous avons Élise Achille, Coralie Plante et Lourdeny Jean. Ce qu'on a essayé de faire avec cet ouvrage-là, puis je pense que ça va très bien avec la thématique du festival, qui est Mémoire vivante, c'est de montrer, en fait, de mettre au jour les joies des personnes qui sont marginalisées et qui sont parfois invisibilisées parce qu'on va préférer les présenter sous un jour plus dramatique. Hein. On parle souvent de trauma porn. Alors, comment se déroule l'existence des personnes qui peuvent être marginalisées en dehors de la survivance? Hein? On veut voir où se passe la vie, où se passe la joie. Et pour avoir une petite idée peut-être de comment peut se moduler ces joies-là, on va commencer par une discussion avec Élise Achille, qui est une femme créole originaire de l'île Maurice, cofondatrice de la maison Diversilab. Elle détient une maîtrise en études littéraires et travaille dans le milieu collégial. Fière cancer, elle est le plus épanouie lorsqu'elle lit, qu'elle écrit et qu'elle prend soin de ses plantes et de son entourage. Alors, Élise, je t'invite à nous partager de quoi tu parles dans ton texte. Qu'est-ce que ce texte-là représente pour toi? Alors, tout d'abord, mon texte s'intitule « Vive et célébrer mon identité créole ». C'est un texte qui a un titre en créole et en français, il veut dire « Vivre et célébrer mon identité créole ». C'est quoi le titre en créole? « Vive et célébrer mon identité créole ». Alors, je vais vous lire un extrait pour commencer. À l'été 2020, les restaurants rouvrent momentanément leurs portes, donnant l'illusion d'une fin de pandémie. M, une amie mauricienne qui a grandi à Montréal et qui habite maintenant à Toronto, m'invite à aller prendre un verre à la brasserie Arikana. Il fait beau et chaud. Nous nous installons sur la terrasse joliment décorée de guirlandes de lumière. M me raconte ses plus récentes conquêtes amoureuses. J'ai du fun avec eux, mais tu sais, sans plus. Te connais, toi, comment Banzom était. S'en suivent les rires accompagnés de mon hochement de tête approbateur. M prend une gorgée de bière et me demande « Élise, pourquoi tu ne me parles jamais en créole? » J'enroule une mèche de cheveux rebelles autour de mon doigt et tente en vain d'esquiver la question avant de finalement lui avouer mon incapacité à parler la langue. M me dit « You're one of those. » Être one of those, c'est être de ceux et de celles qui ont choisi d'adopter la langue du colonisateur. C'est être de ceux et celles qui ont plié sous l'héritage colonial qui plane comme une ombre menaçante sur l'île Maurice et qui ont renié leur langue et leur culture. Je suis one of those. Merci, Élise. Et qu'est-ce que ça a fait pour toi d'écrire ce texte-là? Tout d'abord, ça a été très difficile de l'écrire parce que c'était la première fois que je parlais de ma relation au créole. Puis, c'est quelque chose que j'avais enfui pendant vraiment longtemps. Alors, ça a demandé d'aller puiser très loin dans mon enfance. Mes parents nous ont jamais parlé en créole, à moi et à mes sœurs. Ils m'ont dit que c'était une stratégie de survie pour nous permettre d'accéder à certains espaces qui ne sont pas accessibles aux gens qui parlent uniquement créole. Alors, ma relation à mon texte, premièrement, c'est la première fois que je dis que je suis une femme créole. C'est la première fois que je l'écris dans ce texte-là.
C'est la première fois que je dis que je suis fière d'être une femme créole et que je suis fière de parler créole. Alors, ça a été un processus difficile pour moi de l'écrire, mais au bout du compte, ça a été extrêmement cathartique et libérateur. Puis, je suis très fière. Je suis trop fière de l'avoir écrit. Puis ce texte me permet de justement me réapproprier mon identité de femme créole et de me réapproprier ma langue également. Alors, voilà. Oui, parce que c'est intéressant parce que, on parle de joie, puis tu nous parles de quelque chose qui semble très, très difficile, mais ce qui est beau, en fait, c'est comment tu reconnectes avec cette langue-là. Fait que la joie de la retrouver, puis la joie d'être capable de t'identifier à ça. Oui, tout à fait, parce que c'est ça, comme je te dis, mes parents ne nous ont jamais parlé en créole. Du côté de mon père, mes cousins puis mes cousines parlent seulement créole. Alors moi, je me sentais souvent étrangère quand j'étais avec mes cousins puis mes cousines, juste sur une base linguistique. Puis c'était vraiment difficile pour moi. Puis récemment, j'ai souhaité bonne fête à mon cousin, puis je l'ai fait en créole, mais je sentais qu'il comprenait pas vraiment pourquoi, parce que lui, il était pas habitué à ce que je lui parle en créole. Alors, puis aussi, c'est une langue qui n'est pas valorisée à l'île Maurice. C'est une langue qui est considérée comme étant un dialecte, comme étant un patois, alors que le créole correspond à tous les paramètres linguistiques pour être une langue à part entière. Donc voilà, alors... puis quand je côtoie des personnes qui parlent créole, donc il y a mon amie Paola qui n'est pas là aujourd'hui, mais Paola, parfois, elle parle, puis elle va me sortir des expressions en créole guadeloupéen, puis je me dis, wow, OK, moi aussi, je peux faire ça, j'ai pas besoin de cacher ma façon de parler ou de cacher mes expressions créoles, puis ceux qui vont les comprendre. Puis j'avais surtout peur aussi que, quand je suis arrivée au Québec, que cette langue... Parce que le français mauricien est teinté d'expressions créoles, donc j'avais peur que ce français vienne teinter mon français québécois. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment refoulé ma langue. Puis, donc voilà, maintenant, je ressens une certaine joie, comme tu l'as mentionné, là, de me réapproprier cette langue. Oui, puis je pense que parler cette langue-là te permet aussi de prendre soin de tes relations, en fait, puis de créer des nouveaux liens avec des personnes qui vont partager un background similaire au tien, que tu n'aurais peut-être pas reconnu si tu n'avais pas osé parler créole. Tout à fait. Puis c'est une langue extrêmement symbolique aussi, parce qu'à la base, le créole, c'est la langue qui est parlée par les esclaves pour que les maîtres ne les comprennent pas. Alors, je veux dire, à quel point c'est symbolique pour moi de la parler, puis aussi de justement, comme tu as dit, de partager cette langue-là avec toutes les autres personnes qui parlent créole, parce que, je veux dire, à la base, ça nous unit, puis c'est très symbolique, encore une fois. Oui, absolument. Merci beaucoup, Élise. De rien. Donc, Coralie. Coralie, t'es ici, toi. Bon, Coralie, t'es étudiante à la maîtrise en recherche-création à l'UQAM. Coralie est une artiste multidisciplinaire, donc par les arts, mais principalement par les mots. Elle prend plaisir à se questionner sur la notion de l'identité, de l'entre-deux, de la marge et des origines. Elle fait partie de la revue Les Éphélides, fondée à l'été 2020, et elle a publié la suite poétique Fragmentaire dans le numéro 13 de la revue Nix, si vous souhaitez la lire. Alors, Coralie, peux-tu nous parler de ton texte et de la relation que tu entretiens avec ton texte? Oui, certainement. Donc, pour commencer, mon texte, le titre est « Où poussent les pissenlits ». Puis ma relation avec mon texte, en fait, c'est vraiment une entrée dans certaines questions identitaires que j'ai commencé à me poser, je crois, avec mon entrée dans la littérature aussi, parce qu'en fait, je viens d'un background de danse. Donc, quand j'ai commencé mon baccalauréat, puis là, tout récemment, ma maîtrise, ce texte-là m'a vraiment permis de me poser certaines questions auxquelles j'avais des difficultés même j'avais de la difficulté même à percevoir qu'il y avait des questions, parce que ça traite surtout de la question identitaire au niveau de l'adoption. Donc, moi, je suis adoptée de la Chine. Je suis arrivée au Canada super jeune, à 8 mois. Je ne m'en souviens pas du tout. Puis oui, je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué dans ma vie, un peu d'avoir ces récits-là, puis ces expériences-là de personnes adoptées qui sont
En fait, je pense que la raison peut-être pour laquelle ces voix-là ne sont pas très présentes dans le discours littéraire général, ou même en général dans la société, c'est que ça me fait penser un peu à ce que tu disais tantôt, il y a une certaine distance qu'on met pour une question de survie. En fait, on veut s'intégrer, on veut bien être dans l'endroit où est-ce qu'on grandit. Ben, moi, personnellement, de mon côté, où est-ce que j'ai grandi. Puis, à ce moment-là, il y a une étrangeté au fond de moi, au fond des... En tout cas, je parle au nom des autres personnes, mais je vais parler en mon nom, là. Il y a une étrangeté qui se forme au fond de soi, puis qui fait en sorte... Des fois, on n'a pas l'impression qu'elle est là, mais on la porte tout le temps, tu sais. Donc oui, ce texte-là m'a permis de vraiment me poser des questions par rapport à ça, mais aussi d'explorer la joie qu'il y avait dans le fait que j'ai eu, par exemple, la chance d'avoir des gens autour de moi qui me ressemblaient un peu, comme je parle précisément de la relation avec ma meilleure amie d'enfance qui est arrivée à peu près au même moment que moi au Canada, puis on habitait dans le même quartier. Puis qui est aussi adoptée. Qui est aussi adoptée, de la Chine. Ça, exactement, de la Chine. Je parle de la drôle de coïncidence. Moi, je dis que je crois pas trop aux coïncidences dans la vie. Donc, je parle vraiment de notre histoire, de notre façon que notre relation s'est créée, puis du bien que ça peut faire aussi que malgré qu'on se sente parfois étranger, ben, c'est bien de l'être ensemble. Ben oui, puis en fait, tu racontes l'histoire d'une espèce de sororité spéciale, tu sais, que vous unissez parce que vous étiez dans des familles différentes, mais dans des systèmes familiaux semblables. Là. Oui, vraiment. Est-ce que tu peux nous lire un extrait de ton texte? Oui. Donc, chaque été de mon enfance a été ponctué de nos vacances en camping aux États-Unis. Parfois, Sarah nous accompagnait. Je me rappelle de l'intense satisfaction que je vivais lorsque nous faisions semblant de parler mandarin ensemble au parc, alors que les autres enfants anglophones nous regardaient avec un mélange d'envie et de curiosité. Bien sûr, nous aurions pu parler français et l'effet aurait été le même. Mais il y avait un plaisir supplémentaire à nous rattacher à ces racines inconnues qui nous avaient été arrachées, ne serait-ce que le temps de cet artifice. Nous formions un club secret, inaccessible, un clan auquel il faisait bon d'appartenir. Marginalisés, mais à deux, à l'écart, mais ensemble. Merci. Je pense que cette espèce de bulle-là que tu nous montres, c'est quelque chose qu'on voit très peu souvent dans le discours en général au Québec. Alors, je me demandais si tu pouvais nous parler un peu de ce que tu penses de la place qu'on accorde à la parole des enfants adoptés dans le discours sur l'adoption au Québec. Parce qu'on entend beaucoup parler des parents qui veulent des enfants, mais on entend très peu parler des conséquences qu'ont l'adoption, puis particulièrement les adoptions fermées sur les enfants. Mm-hmm. Bien, c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un manque de discours des adoptés sur les adoptés. Peut-être pour une question de, comme je disais, on est tellement bien intégrés, j'ai envie de dire. Moi, ça me prend un moment avant de réaliser que, oui, je le vois que je suis différente, mais ça me prend un moment avant de vraiment le ressentir, puis que ça ait comme un impact, puis que ça commence à me faire poser des questions. Particulièrement au Québec, parce que j'ai commencé des recherches beaucoup de ce côté-là, puis j'ai réussi à trouver beaucoup de récits, par exemple aux États-Unis. Mais en ce moment, en tout cas personnellement, là, je dis pas que j'ai fait une recherche super exhaustive de toute la littérature des personnes adoptées au Québec, mais moi, je sais que dans mon enfance, j'ai pas eu beaucoup de ces récits-là ou de ces représentations-là. Puis, il y a quelque chose j'avais un autre extrait aussi ça serait peut-être le moment de vous le partager parce que c'était un peu ça, l'impact que ça a ici. Je disais dans mon texte à un certain moment, c'est peut-être pourquoi les miroirs ont toujours semblé me renvoyer un reflet étranger, déformé. Difficile de se représenter à soi-même lorsque rien autour de toi ne te ressemble. Ben oui, c'est une question qui est peu abordée, j'imagine, par les parents des personnes adoptées. On fait tu fais partie de la famille, mais en ne reconnaissant pas cette différence-là, puis les traumas qui peuvent accompagner ça, on efface un peu l'expérience des personnes adoptées. Oui, effectivement. Puis je pense que c'est tellement dans une optique de bienveillance. On veut tellement pas que notre enfant se sente différent ou moins aimé. Moi, ma sœur, j'ai une grande sœur qui est l'enfant biologique de mes parents. Puis je pense qu'il y avait une grande importance pour que ça soit toujours... Non, il n'y a pas
n'y a pas de hiérarchie. Puis je pense que c'est bien comme pensé, mais je pense que ça m'a manqué aussi d'avoir peut-être quelqu'un qui me disait « Mais t'es différente, puis c'est correct, tu sais. » Oui. Ben, merci beaucoup, Coralie. Merci. Donc, Lourdeni. Oui. Lourdeni, tu es reconnue pour ton travail militant. Tu es passionnée des arts depuis ton enfance, du chant au jeu de scène et de l'écriture au dessin. En plus de la coécriture de la pièce de théâtre Rejoindre les étoiles, qui a été présentée au festival Zonoma en 2019, on peut retrouver certaines de ses œuvres dans les projets suivants, donc Cru, Living Hyphen et Black is the Warmest Color, ainsi que sur son compte Instagram Nini's Playground. Donc, Lourdeni, peux-tu nous parler de ton texte et de la relation que tu entretiens avec ton texte? Donc, déjà, pour commencer, le titre de mon texte, c'est « Car tu es avec moi ». C'est faux. C'est « Car tu es avec moi, bribe d'une douce balade ». Donc, on voit la progression du titre. Hein? Mais oui, c'est ça. Puis j'aimerais ça parler, prendre le temps de parler de ce titre-là parce qu'en soi est vraiment chargé. Et surtout, parle beaucoup de la thématique de mon texte. Qui est qui est la religion, dans le fond. Mais plus précisément, mon rapport avec le christianisme dans la communauté haïtienne. Parce que moi, personnellement, j'ai grandi dans un foyer chrétien, puis dans les églises haïtiennes chrétiennes aussi. Et je pense que c'est important en tout cas, pour moi, là, c'est vraiment de ça dont parle le texte. Il y a une nuance entre le fait que c'est pas vraiment juste la chrétienté dont je parle, mais plus précisément, la chrétienté dans la communauté haïtienne. C'est le concept de paroisse, un peu. C'est la communauté dans la paroisse? Ouais. Est-ce que c'est la paroisse, c'est ça? Je me pose la question. Mais je suis pas sûre de comprendre la question, en fait. Ben, je me demandais si le mot paroisse avait pour toi une signification, tu sais, comme c'est souvent le mot qu'on utilise pour parler des communautés chrétiennes, les paroisses, tu sais. Ouais, moi c'est plus l'Église, le terme qui allumerait le flash, je pense, auquel tu penses avec paroisse. Mais oui, le flash est le même, tu sais, c'est vraiment c'est l'assemblée de cette Église-là. Il y a comme Église avec E majuscule qui représenterait l'Église internationale, puis il y a comme Église E minuscule, que c'est comme ton assemblée, là où tu vas à chaque semaine et tout. Puis c'est ça, moi, en grandissant, c'était vraiment, on pouvait y aller jusqu'à 3 fois semaine parce qu'il y avait différents types de services. Bref, le but, c'est pas, c'est pas que j'élabore là, sur les différents services qu'il y a à l'Église, mais dans le fond, moi, pour revenir sur le texte, dans ce texte-là, c'était vraiment un process, si j'entre peut-être plus dans le côté relation avec le texte. C'était vraiment partager et vivre moi-même un process, for lack of better words, de le rôle que la religion a eu dans ma vie et comment ça m'a permis d'avoir un lien plus fort avec ma culture. Ça me fait penser à ce que tu disais, la relation avec le créole. Moi, je suis d'origine haïtienne, je l'ai déjà mentionné. Puis, je pensais souvent récemment, j'étais comme, je suis pas mal certaine que la raison pourquoi je sais parler créole, c'est à cause de l'Église. Comme, je vois pas c'est quoi d'autre, parce que oui... C'est un lieu de socialisation, c'est pas juste un lieu religieux. Puis exact. Il y a aussi tu parlais de services tantôt, mais il y a aussi des activités, puis pas juste ça, de partager de la nourriture, partager des ressources, là, c'est... Exactement. Puis même les services en soi, c'est comme une prédication de 45 minutes que c'est une personne qui fait juste parler créole, donc c'est sûr, à un moment donné, ça rentre. Et même la lecture, en ce moment, j'essaie de plus me réapproprier, lire le créole. Puis, en faisant ce processus-là, j'ai réalisé, mais pourtant, quand je grandissais en allant à l'église plus jeune, les chansons dans le chant d'espérance, là, le créole, ça me venait instinctivement. Fait que c'est juste pour parler d'à quel point ce rapport-là est complètement teinté de ce vécu-là, dans le fond. Mon rapport à ma culture est complètement teinté du vécu dans des églises. Mais fait que le contact avec l'Église a été nécessaire pour toi, pour pouvoir garder contact avec ta culture? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Et ce dont je parle aussi beaucoup dans ce texte-là, c'est aussi à quel point il a quand même évolué, parce que je prétends pas
que c'est pas une relation chargée. Surtout moi-même, dans le fond, je m'identifie comme une personne bisexuelle. Et ça ajoute tout un layer sur comment est-ce que ça peut avoir été traumatisant, littéralement, là, parfois, de faire partie de cette communauté-là et tout. Mais ça change pas non plus que je suis consciente de ce qu'elle m'a amené. Alors, c'est comme cette relation-là vraiment très... que de teintes de gris, là, vraiment. C'est très bittersweet. J'avais l'impression, en te lisant, que c'était une lettre d'amour à quelqu'un qui t'a aussi blessé, mais aussi une lettre d'amour qui croit en cette institution-là et qui croit au pouvoir de changement puis de renouvellement de cette institution-là. Je voyais beaucoup ça. C'était très, très nuancé puis très, très touchant. Mais ouais, j'aime ça. Comment t'amènes ça? Je pense que c'est exactement ça. C'est comme une lettre d'amour pour moi là-dessus sur comment je crois aussi que ça peut évoluer, mais qu'il y a quand même du tort à réparer. Fait que c'est vraiment un peu cette dualité-là. Puis, l'extrait que j'ai sélectionné, moi, il est sur mon téléphone, désolée. C'est tout court, mais sincèrement, tout est là. Tout est là, vraiment. Parfait. Donc, juste parler peut-être plus de la deuxième moitié de mon titre, c'est qu'il y a plusieurs petites histoires dans mon texte. Et là, ça, c'est un extrait de l'histoire La Dame en vert. Donc, ça va comme ci. Après sa visite dans le vestiaire, la dame en vert devient la dame en jaune en se demandant si les bien-aimés qu'elle salue remarquent ses yeux rouges de peine. « Oh, c'est l'oyette, depuis qu'il aime pas, ouais. » Étrangement, cette insulte déguisée renforce le sourire de la dame. À l'image des accueils maladroits qui, dans les restaurants caribéens, confirment le délice qui nous attend, cette approche est le mot de bienvenue dont elle avait besoin. Fait que, voilà, ça c'est l'extrait que j'ai choisi. Puis, je pense que c'est vraiment ça, le mot que tu as nommé, bittersweet, c'est exactement ça qui est montré dans cet extrait-là, à quel point c'est rude comme façon de se faire saluer, mais ça lui a comme fait sentir à la maison en même temps. Bref, fait qu'il y a comme toute cette... C'est la familiarité, en fait. C'est que cette personne-là lui a répondu de façon familière, mais en sachant qu'elle allait comprendre. Fait que même si c'est une insulte, juste d'être reconnue, comme nous partageons quelque chose, c'est important, c'est crucial. Exactement, exactement. Puis je pense que c'est ça que j'ai aimé travailler moi-même en écrivant cette nouvelle-là, sur les moments où est-ce que je me sentais reconnue, puis aussi qu'il y avait... parce que pour moi, en général, même dans mes valeurs et tout, la communauté, c'est très important. Puis ce serait mentir que c'est pas... Ce serait mentir de nier plutôt, que c'est pas à travers l'Église que j'ai appris qu'est-ce que c'est la communauté, même si en ce moment, j'apprends à le déconstruire aussi. C'est toute cette relation-là, dans le fond, qui s'y trouve. Ben oui, puis en fait, dans l'ouvrage, il y a plusieurs autoristes qui ont abordé la question de la religion. Là. Je pense notamment à Oda Adra et à Nathalie Fontalvo. Puis moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris et qui m'a beaucoup émue aussi parce que je pense qu'on donne... On oublie que la spiritualité, c'est très important, que la religion est là pour donner un sens à nos existences. Donc, c'est pas juste des systèmes pleins d'oppression, qu'il y a beaucoup de communautés, qu'il y a beaucoup de plaisir dans la religion, là, même si, bon, c'est pas toujours facile. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est une très belle surprise. Donc, mesdames, vous nous avez donné à lire des textes qui sont... très généreux. Vous avez été vulnérable. Vous avez écrit des textes qui vont, je pense, chavirer plusieurs lectrices. Mais moi, je me demande, quelles sont les conditions d'écriture dont vous avez besoin pour vous dépasser? Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour écrire ce que vous voulez écrire? Là, je vais donner l'exemple de... Est-ce que, Élise ou Lourdenier, est-ce que vous aimeriez écrire complètement un livre en créole et le publier au Québec? Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Qu'est-ce qui vous manque pour écrire exactement ce que vous voulez, puis pas ce qu'on vous demande d'écrire? Bien, l'une des conditions qui me vient en tête, c'est justement l'argent, parce que je trouve que pour
écrire sur des thèmes qui vont vendre, ben souvent des maisons d'édition demandent à ce qu'on publie sur des thèmes qui vont satisfaire le trauma porn, comme tu parlais au début, puis qui vont un peu satisfaire le white gaze. Alors, écrire sur notre souffrance, notre douleur, des choses qui nous blessent, mais je veux dire, on peut aussi vouloir écrire sur la joie. Moi, je suis tellement reconnaissante d'avoir pu justement écrire sur ma réappropriation du créole. Puis, je sens aussi que, puis je me suis posé la question, est-ce que, étant donné que je fais partie d'une identité plus minorisée, est-ce que si j'écris sur juste en créole ou si j'écris sur ma réappropriation du créole, est-ce que ça va rejoindre la majorité dominante? Puis est-ce que de toute façon, je veux que ça rejoigne la majorité dominante? Voilà. Donc, je pense Il y a aussi une question de subvention, là. C'est vraiment délicat parce qu'au Québec, la plupart des subventions vont être accordées pour des textes en français. Fait que quand on pense au créole, ça peut être très difficile d'écrire et de publier en créole, mais je pense aussi à plein de langues autochtones qui ont disparu et pour lesquelles on n'a pas vraiment de place dans la littérature. Vous, qu'est-ce que vous voulez écrire? Mais moi, je pense en général, je trouve ça intéressant que tu aies parlé de la question de la langue parce que moi, ça joue beaucoup, surtout ces temps-ci, là, comme dans la dernière année et demie. Là, moi, je suis très trilingue all the way. Là. Ouais. Je pense que ça a peut-être même paru dans mes façons de répondre. Et c'est intéressant parce que tu parles de à quel point on insiste sur le français. Puis pour moi, to a certain extent, ce que je veux dire. Mais pour moi, j'écris en français. Comme le fait que ce soit trilingue, c'est le français de Montréal, genre, pour moi, tu sais. Comme, alors, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est autant... ou aussi peu reconnu, valorisé. Oui, c'est une idée vraiment très puriste de la langue. Là. Puis, en fait, parler 3 langues comme tu le fais, pour toi, c'est pour décrire le plus précisément possible ton expérience. Exact. Alors, on peut pas te traduire seulement qu'en français, parce que ton existence se passe dans ces 3 langues-là. Exactement. Et même pas... aucune de ces langues en silo non plus. Dans le sens, c'est pas... Si je reviens sur ta proposition d'écrire un livre en créole, je suis pas rendue là, ça va peut-être évoluer. Mais en ce moment, c'est tellement comme... Non, j'ai besoin d'avoir le droit d'avoir un pied un peu partout. Comme, ça veut pas nécessairement dire que je vais aller partout. Par exemple, dans ce texte-là, il n'y a pas vraiment d'anglais. Mais juste le fait de savoir que c'est une option, je pense que ça revient un peu à la question de c'est quoi les conditions qui, pour moi... me permettre de m'épanouir dans au moins mon écriture, c'est de savoir que c'est une option de pouvoir danser avec ces 3 langues-là. Ça joue beaucoup sur mon confort. Ouais. Lourdeni, je veux lire un livre en 3 langues, s'il te plaît. Je travaille là-dessus. Je vais travailler sur mon créole. Mais j'aime vraiment cette idée-là que tu as mentionnée de au moins si on peut savoir qu'on a la possibilité d'avoir l'espace. Puis moi, la question d'espace m'intéresse beaucoup. Puis, tu sais, si on parle de qu'est-ce que j'aurais besoin plus dans le champ littéraire, dans cet environnement-là, je pense que c'est d'avoir l'espace. Puis, comment donner cet espace-là? Bien, tu sais, c'est sûr que la Diversilab nous donne déjà ça, mais... il en faut plus. Oui, c'est ça, il en faut plus. Puis aussi, je me dis, je repense à dans le passé, toutes les lectures que j'ai faites quand j'étais jeune, moi, ce qui m'a beaucoup manqué, puis là, je parle au passé, là, puis je pense que ça commence tranquillement, mais avoir des personnes que je peux lire puis qui me ressemblent. Oui. C'est particulier, puis on en discutait, mais quand j'étais jeune, je me souviens comment ma mère insistait, elle me disait « Oh, regarde, Kim Thuy, à l'écrit de... J'adore Kim Thuy. » Puis j'ai tellement eu de plaisir à la lire, mais il y avait une personne qui me ressemblait, mettons, dans les livres que je voulais lire. Puis Kim Thuy a une réalité vraiment différente aussi de la mienne, donc... Oui, puis c'est pas quelque chose qu'on fait lire nécessairement aux enfants. Là. C'est comme, j'ai l'impression qu'on a une dette de lecture envers vous. On vous doit plein d'heures de lecture parce qu'on vous a imposé à lire des personnes blanches, particulièrement des hommes blancs, notamment dans le système d'éducation. Là, c'est à peu près tout ce que vous lisez. J'ai l'impression qu'on vous doit, qu'on devrait vous donner les moyens de lire pendant des mois tranquilles des personnes
c'est tout un rapport à la lecture là, qu'on peut court-circuiter. Vous êtes là aujourd'hui, ça veut dire que vous avez réussi à bâtir un rapport à la lecture dans un système qui valorisait pas une relation, en tout cas intéressante ou réciproque entre vous et les objets que vous lisiez. Ouais. Non, je rebondis parce que ça me fait penser aussi. Ben, moi, j'ai grandi à l'île Maurice là, jusqu'à mes 16 ans. Puis, les seuls livres que je lisais, c'était justement des œuvres d'auteurs puis d'autrices blanches, des auteurs français puis anglais, le fameux canon littéraire. Puis, je n'ai pas lu un livre d'un auteur ou d'une autrice mauricienne pendant toutes mes années de scolarité à l'île Maurice. C'est vraiment en étant au Québec que j'ai découvert que j'ai lu mon premier livre. Puis ça, je veux dire, c'est pas ça fait 10 ans que je suis là, c'est pas il y a 10 ans de ça, là, ça fait il y a 2-3 ans là, que j'ai lu mon premier livre. Et tu as étudié en études littéraires, tu as un baccalauréat en études littéraires, tu as une maîtrise en études littéraires. Tout à fait. Ouais, puis il y a un mois de cela, j'ai lu mon premier livre entièrement écrit en créole. Puis, je peux pas exprimer à quel point ça m'a émue, ça m'a bouleversée de même le tenir dans mes mains, là. Puis ça m'a permis justement de revoir une partie de mon identité, puis de revoir mes heures de lecture que je n'ai pas eues. Oui, voilà. Mais est-ce qu'il y a des endroits au Québec où on peut acheter facilement des œuvres en créole? Concernant le créole mauricien, non. Je pense à Kamala Macrel qui a publié un Hommes-Femmes en 3 langues, mais en tant que tel, juste en créole mauricien, non, pas du tout. J'ai une réponse pour ta question, mais en même temps, un truc que tu disais en parlant, la première fois, puis j'ai même pas pris le temps de rebondir, je trouve ça pertinent de distinguer en passant nos créoles, parce que justement, ils se font mettre comme que c'est juste des créoles. Oui. Alors que moi, chaque fois que j'entends ça, je trouve ça tellement insultant parce que je suis comme, je ne comprends même pas le créole des autres Caraïbes. Mais vous, francophones, vous êtes comme, non, mais on comprend tout, là. Je suis comme, c'est impossible. Donc, il y a clairement aussi des ressemblances, là, mais... Mais on s'entend que moi, je comprends pas le créole haïtien. Non, c'est ça. Et moi, il me faut 2 phrases, je suis perdue, là. Tu sais, c'est comme... en tout cas, c'est juste un flash. Puis, en général, pour le créole haïtien, pour revenir à ta question... Puis, il y a Racine, j'imagine. C'est là que j'allais. Puis, si je peux me permettre une anecdote aussi, quand j'ai visité Haïti, parce que je suis pas née en Haïti, je suis née à Montréal, j'avoue que j'avais pas spécifié ça, moi, je me disais, mon défi, c'est de revenir avec un livre, comme d'ici, en créole et tout. Puis, j'ai rien trouvé. J'étais pas non plus à Port-au-Prince. Je pense que ça aurait été plus facile à Port-au-Prince, mais là où j'étais, j'ai rien trouvé. Puis, justement, j'étais en train d'acheter quelques livres en créole à Racine. Fait que là, j'étais comme, c'est tellement... Je trouvais ça tellement... J'ai même pas de mots. Je te comprends tellement. Moi, avoir lu le livre en créole, je veux dire, j'ai dû prendre quelques jours pour m'en remettre, tu sais. Wow. Mais j'ai peut-être une question pour toi. Ben oui. Absolument. Mais je me demande, qu'est-ce que t'en penses du fait que quand tu étais chez toi, tu pouvais rien trouver, mais que c'est ici comme que tu as pu trouver quelque chose? En fait, c'est juste que le créole est juste pas valorisé à l'île Maurice. Puis les arts et la culture en général ne sont pas valorisés. Bon, maintenant ça change là, depuis quelques années, mais c'était vraiment que ça vient d'une haine de soi aussi. On ne veut pas lire ce qui nous ressemble, puis ce qui est bien écrit, ce qu'il faut lire, ce sont les œuvres des Français puis des Anglais, tu sais. Puis ici, je veux dire, je l'ai pas trouvé à Montréal, c'est l'autrice qui me l'a envoyé. Puis c'est parce que moi j'ai voulu lire le livre là que je l'ai reçu. Ouais. Wow. Merci. De rien. D'avoir répondu à ma curiosité mal placée. Non, c'est pas mal placé, on est là pour discuter. C'est quoi vos souhaits? Pour vous,
dans le milieu littéraire, mais pour le milieu littéraire. Est-ce que vous en avez? Vas-y, Coralie. Mais je pense, on dirait que je vais me répéter, là, c'est pour ça, mais tu sais, une espèce... Je veux juste qu'on... Tu répètes pas, t'insistes. J'insiste. Tu sais, ouvrir, puis qu'on sente qu'on a de l'espace, tu sais, puis qu'on a des voix, puis qu'on a le droit de s'exprimer, puis qu'on nous... Tu sais, pas juste qu'on ait la possibilité de parler, mais aussi qu'on nous écoute, tu sais. Je pense que ça serait vraiment ça, le message général de mon côté, là. Je sais pas si vous avez... d'autres choses. Ben oui, qu'on nous écoute puis qu'on reconnaisse aussi que nos expériences sont singulières. Tu sais, je veux dire, on en a juste le créole. Je veux dire, si toi t'écris en créole haïtien, moi j'écris en créole mauricien, c'est pas du tout la même chose. Puis ben, c'est ça, que nos expériences sont singulières, qu'on nous écoute, qu'on nous lise, puis qu'on nous fasse une place dans ce milieu. Et qu'on vous donne de l'argent, s'il vous plaît. Aussi. D'ailleurs, je veux juste en profiter pour parler de la campagne de financement de Diversilab. Donc, en ce moment, Diversilab fonctionne grâce à des bénévoles et grâce à une campagne de financement qui ont réussi à payer donc, nos 2 premiers ouvrages. Le 2e ouvrage est encore secret. Mais si jamais vous êtes intéressé à vous impliquer ou à donner du financement à Diversilab pour qu'on puisse continuer à publier des ouvrages, votre aide est la bienvenue. Vous pouvez aller sur la page Instagram de Diversilab qui s'appelle simplement Diversilab. Le lien est dans la bio. Et puis, cette campagne de financement-là va nous permettre de pouvoir financer les 5 premiers ouvrages qui sont nécessaires pour ensuite pouvoir bénéficier de subventions. Donc voilà, on a besoin de sous pour pouvoir payer des autrices. Lourdeni, est-ce que tu avais un souhait, toi? Donc, moi, mon souhait, ben, ça ne s'éloigne pas vraiment des souhaits que vous avez nommés. Mais moi, je pense que j'aimerais ça qu'on se sente moins, autant en tant qu'autrice ou peu importe quel médium artistique, honnêtement, qu'on se sente moins prise dans l'obligation de répondre aux besoins du trauma porn et tout. Parce que moi-même, c'est quelque chose que j'ai dû déconstruire. Et au-delà du trauma porn, je pense que j'aimerais que ce soit comme plus normalisé d'écrire généralement sur n'importe quoi, que ce soit une histoire d'amour, peu importe. Comme quoi que c'est pas... pour moi, c'est pas de l'activisme quand je fais juste écrire avec des personnages racisés. En fait, c'est d'écrire sans te concentrer principalement sur les enjeux raciaux. Exactement. D'exister en dehors de ces enjeux-là. Exactement. Puis ça me fait penser aussi... bon, je veux pas trop élaborer sur ça, mais je sais qu'il y avait un enjeu où est-ce que on avait retiré des personnes non noires qui faisaient la voix de personnes noires dans certaines émissions et tout et tout. Puis là, il y a certaines personnes qui ont comme répondu parfois en blague, mais comme si ça va régler... Parce qu'on parlait beaucoup de brutalité policière et tout. Puis là, je parle pas nécessairement des personnes noires qui disaient ça, parce que ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais je parle des personnes non noires qui répondaient ça. Puis moi, quand j'entends ce genre de discours-là, j'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est que c'est important seulement s'il y a un drame d'impliqué, mais qu'on ne cache pas que moi qui a juste envie d'écrire, ou nous qui avons juste envie d'écrire, ça devrait être aussi permis, comme ça devrait être aussi accessible. Puis on devrait reconnaître que vous êtes des êtres multidimensionnels. Exactement. Je pense c'est ça. Ouais, voilà. Mais merci beaucoup à vous 3. Donc, je vais vous inviter à consulter le reste de la programmation du festival Afro-Urbain. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous invite à vous procurer « Il y a des joies dont on ignore l'existence » qui va paraître quelque part ce printemps. Et on souhaite une longue vie à l'ouvrage et une longue carrière à nos autrices. Merci beaucoup. Merci. Le message